Eh bien, le bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, je reçois Sarah Scroen, qui est psychologue, pour parler du stress et du bien-être mental. Bonjour, Madame Scroen. Bonjour, Tout d'abord, merci d'être venue. avec plaisir. Comme première question, j'aimerais vous demander, le stress est souvent perçu comme négatif, mais peut-il parfois avoir un rôle positif? Tout à fait. À une juste mesure, le stress peut vraiment être positif en boostant nos performances et notre motivation. C'est plutôt quand on dépasse un certain stade, qui est propre à chacun, que là, il commence vraiment à devenir négatif. Donc, si on imagine un étudiant qui est face à une session d'examen, s'il a aucun stress, en général, il va s'y prendre un petit peu à la bourre, il ne va pas pouvoir étudier à temps et ça ne va pas être extrêmement positif. Un bon stress va l'aider justement à pouvoir prévoir les choses, avoir suffisamment de matière, avoir la motivation nécessaire. Par contre, lorsque ça dépasse un certain stade, là, ça devient plutôt paralysant et donc la personne n'est plus capable d'étudier de façon adéquate. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut distinguer un bon stress et un mauvais stress? Par la motivation que ça vous procure. Si c'est paralysant, c'est plutôt un mauvais stress. Si par contre c'est boostant, on est plutôt dans un stress qui est adéquat à la situation. Maintenant, même en bon stress, il ne faut pas qu'il soit présent toute l'année H24. Sinon, on devient dans un stress chronique et là, il y a d'autres conséquences. Mais lorsqu'on arrive à avoir des périodes de stress qui boostent et puis une retombée, là, c'est positif. De plus en plus de jeunes adultes évoquent un sentiment d'épuisement mental. Est-ce que vous observez une évolution générationnelle dans la manière de vivre ou d'exprimer le stress? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que les personnes âgées, elles ne vont pas du tout exprimer les choses de la même façon. En général, elles vont utiliser d'autres termes. Donc elles vont parler plutôt de préoccupations, de soucis, Mhm. et elles ne vont pas le dire directement. Elles vont d'abord plutôt se plaindre de symptômes somatiques, c'est-à-dire j'ai des troubles gastro-intestinaux, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mal à la tête, tandis que souvent les jeunes vont arriver en disant je me sens stressée ou je Mhm. me sens anxieux. Après, la raison à ça, on ne la sait pas trop. Donc, il y a soit tout simplement l'avancée en âge qui fait que la personne arrive à gérer les choses d'une autre façon, a une meilleure résilience, une meilleure adaptation et donc ne perçoit pas le stress comme aussi envahissant. Soit vraiment effectivement quelque chose de générationnel. Donc ici, on est quand même à une heure où mais les jeunes savent ce que c'est, le stress, ils savent mieux l'exprimer, ils savent les symptômes, donc c'est plus facile de pouvoir l'expliquer. Et puis aussi, on ne vit pas la même chose qu'il y a 50 ans. Donc à voir si les jeunes d'aujourd'hui, lorsqu'ils seront vieux, vont l'exprimer de la même façon ou s'il y aura une différence. Et comment est-ce que notre environnement, la famille, les collègues, peut-il influencer notre manière de gérer le stress? Soit en le boostant, plutôt en l'augmentant, soit justement en arrivant à le stabiliser, voire en le diminuant. Donc si on a par contre un entourage qui est très validant par rapport au stress, qui dit bah ouais, je comprends ce que tu vis, je suis là pour toi, en général ça va aider à être une soupape de décompression. Mhm. Si par contre au contraire on a un entourage qui vous dit bah arrête d'être stressé, en général ça ne marche pas. Et donc ça ne va pas aider la personne, voire ça va majorer le stress. Certaines personnes, comme vous l'avez dit, semblent mieux rebondir après une période difficile. Qu'est-ce qui différencie les profils les plus résilients des autres? Alors, une multitude de facteurs. Ça peut être l'environnement, comme on vient de le dire, mais ça peut être aussi la personnalité de la personne. Il y a des personnes qui naissent plus optimistes ou des personnes qui naissent plus négatives. Mhm. Ça peut être aussi ce qu'on a vécu. Donc, si j'ai vécu toute mon enfance dans un environnement très, très stressant à cause de multiples traumatismes, je vais être quelqu'un de tout le temps sur le qui-vive. Tandis que si j'ai été dans une enfance qui est plutôt douce, où il n'y avait pas eu de stress majeur, ça va m'aider à être plus résilient. Ma façon de voir les choses aussi, donc il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles ont tout sous contrôle, en tout cas que Mhm. tout est dépendant d'elles, et d'autres personnes qui ont l'impression que tout est dépendant de l'extérieur, c'est-à-dire c'est toujours la faute de l'autre. Aucun extrême n'est bon, mais ça va jouer sur le stress. Et donc, tous ces facteurs mis ensemble vont faire qu'on est plus ou moins résilient. En général, ce qu'on voit, c'est que les personnes les plus résilientes, elles vont voir les difficultés comme des challenges, quelque chose finalement à surmonter et de motivant, tandis que les personnes qui sont très stressées vont plutôt le voir comme quelque chose en poids, quelque chose qui va les abattre. Et comment on peut devenir résilient? Il n'y a pas une réponse unique à chacun. Il n'y a pas une réponse unique à chacun. Je pense que c'est déjà de voir qu'est-ce qui procure le stress chez la personne, quels sont ces mécanismes en fait de réaction et pouvoir les reconnaître. On a souvent des patterns qu'on va voir chez certaines personnes et Mhm. pouvoir arriver à les différencier va aider.
Et le stress chronique peut parfois mener à une perte de sens. Comment rétablir un sentiment de direction et de motivation à ce moment-là? Déjà en le stabilisant. On ne peut pas retrouver un sens quand on est dans le stress chronique. Il va déjà falloir arriver à se stabiliser, donc à diminuer le stress. Donc ça peut être en diminuant ce qui me prend de l'énergie, en augmentant par contre ce qui m'amène de l'énergie, Mhm. en jouant sur l'environnement, sur le rythme de vie. Et une fois que le stress chronique est stabilisé, alors là on peut retrouver du sens. Mais en période de stress chronique, on ne le retrouvera pas. Et j'imagine qu'en tant que psychologue, vous travaillez avec des personnes en quête d'équilibre. Quelles erreurs reviennent souvent lorsqu'on essaie de gérer son stress tout seul? L'erreur la plus fréquente, c'est continuer à faire ce qui ne fonctionne pas. Je m'explique. Disons que si vous avez une personne qui, disons qu'elle est à l'UNIF, elle passe 2 sessions d'examen, elle est stressée, mais elle arrive à compenser son stress, par exemple, en regardant des séries en même temps qu'elle étudie, Mhm. en parlant avec des amis de son stress, des examens, et ça marche plutôt bien. C'est une façon de s'adapter, c'est super positif. Arrive en master, et là, son stress, elle ne sait pas trop pourquoi, mais il augmente de façon super intense. Elle fait des attaques de panique. Donc vraiment, elle a l'impression de ne plus savoir bien respirer, comme si on faisait une crise cardiaque, quoi. Ça peut être vraiment Mhm. impressionnant. Et donc là, elle se dit, je vais utiliser la même stratégie. Et donc, elle essaye de regarder des séries, et ça ne marche pas. Elle essaye d'en parler autour d'elle, ça ne marche pas non plus. En fait, tout ce qu'elle va faire, c'est pour essayer d'enlever le stress, et elle va voir que ça ne fonctionne pas. Donc, elle va essayer d'autres stratégies. Ça peut être le yoga, la méditation, la pleine conscience, tout ce qu'on veut. À chaque fois dans le but d'enlever le stress. Et à nouveau, elle va voir que ça ne marche pas. Et donc, elle va finalement s'enliser dans une accumulation de stratégies qui peut être aussi je m'isole pour ne plus parler justement de tout ça, ou alors au contraire, je vais sortir de plus en plus. Peut-être que je vais boire de l'alcool pour essayer de m'anesthésier. Ça Mhm. marche, 1 heure, 2 heures, et puis le lendemain, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, la personne est désespérée, elle vient voir en cabinet. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, elle essaye d'enlever le stress. Donc, moi, l'image que je vais souvent lui donner, c'est de dire, en fait, déjà, c'est positif, dans le sens où ça a marché un moment. Donc, la stratégie, elle était bonne au départ. Mhm. Mais c'est un petit peu comme quand on allume une allumette, il y a du feu, on souffle dessus, ça marche très bien. Par contre, votre maison est en feu, vous Mhm. soufflez dessus, ça marche pas. Donc, il faut changer la stratégie. Et plutôt que d'essayer d'enlever le stress, à un moment donné, il va falloir peut-être y faire face et arriver justement à accueillir ce stress. Et donc, c'est souvent là qu'un accompagnement est parfois nécessaire, même s'il y a plein de personnes évidemment qui arrivent seules. Et comment savoir quand consulter un psychologue? Quand on a l'impression d'être dépassé, je pense qu'on voit que ça fait des mois que ça dure et qu'on n'arrive pas à sortir du trou, c'est peut-être le moment d'essayer de trouver de l'aide extérieure. De nombreux professionnels parlent de la charge mentale. Selon vous, est-ce une forme de stress à part entière? Ça participe au stress. La charge mentale, c'est avoir tout simplement plein de choses dans sa tête non-stop. Mhm. Donc l'exemple le plus typique, c'est la mère de famille qui se réveille le matin, elle donne le petit déjeuner aux enfants, mais dans sa tête, elle se dit déjà, ok, il y a des travaux sur la route, donc il faut que je parte un quart d'heure plus tôt, donc il va falloir que les enfants mangent plus vite. Ensuite, je vais devoir arriver à mon travail, il y a ça à faire. Il faut absolument que j'aille boucler tout pour 4 heures parce qu'il faut que je les emmène à la piscine. Enfin bref, de l'extérieur, on voit qu'elle donne le petit déjeuner, mais dans sa tête, il y a plein de choses. Mhm. Souvent, la charge mentale, on dit qu'elle est un peu plus forte chez les femmes que chez les hommes. Mais en tout cas, ce qu'on montre, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas avoir de stress par rapport à cette charge mentale. C'est présent, mais ça ne génère pas de stress. Et d'autres, chez qui ça va être générateur de stress. Ça dépend de la subjectivité qui est liée à ça. Les émotions refoulées sont souvent source de tensions internes. Comment favoriser une expression émotionnelle saine sans se sentir seul? Alors, je pense en acceptant déjà sa vulnérabilité, justement, par rapport à ça, en pouvant exprimer justement ces émotions-là, c'est se dire, oui, je vais montrer cette part de vulnérabilité, mais c'est OK. La vulnérabilité, je pense que la grande, la grande erreur qu'on fait, c'est peut-être la confondre avec une faiblesse. Mhm. Or, c'est justement peut-être une force. Et pouvoir justement faire un lien avec les autres et se sentir moins seul, on est plus en connexion, on est plus authentique. Et la vulnérabilité, elle est aussi vue comme une perte de contrôle. Or, à nouveau, c'est l'inverse. C'est plutôt justement quand je refuse de me montrer vulnérable, c'est là que je vais perdre le contrôle sur mes émotions. Peut-être que je vais m'énerver parce que quelqu'un m'a pas dit bonjour,
alors qu'il ne m'avait pas vu, quoi. Là, je perds complètement le contrôle. Et donc pouvoir exprimer justement cette part de vulnérabilité en exprimant ses émotions, bah, c'est ça qui va m'aider. Est-ce qu'on peut s'entraîner à écouter ses émotions? Tout à fait. Ouais, c'est quelque chose qui s'entraîne et il y a des techniques, bah, comme par exemple la technique de la pleine conscience, qui est vraiment de se dire, bah, je reste avec l'émotion qui est présente, mais sans essayer de la faire partir. C'est pas simple, il faut de Mmh. l'entraînement pour y arriver, mais c'est ça qui peut aider au fur et à mesure. Et quel rôle jouent les habitudes quotidiennes comme le sommeil, l'alimentation dans la prévention du stress chronique? Dans la prévention, il est essentiel, c'est vraiment la base. Si on ne dort pas, qu'on mange que des fast-foods et qu'on ne bouge pas, bah, c'est pas étonnant qu'on se sente mal. Si par contre, justement, on a déjà un bon rythme, bah, c'est vraiment quelque chose qui va aider à ne pas développer, voire à diminuer ce stress chronique. Mmh. Après, il faut voir quelle est la cause et la conséquence, parce qu'il y a des personnes qui ne dorment pas et qui ne mangent pas bien, justement parce qu'elles sont stressées. Est-ce qu'il y a des gestes que vous recommandez? Ben déjà pouvoir faire attention, comme vous venez de le dire, à tout ce qui est, sommeil, alimentation, activité physique. Maintenant, bah, si c'est plutôt la conséquence d'un stress, il faut peut-être voir, quels sont les autres points sur lesquels on peut jouer, mais ça, c'est propre à chacun aussi. Et enfin, si vous deviez résumer votre approche du bien-être mental en une phrase, quel serait votre message à celles et ceux qui se sentent à bout aujourd'hui? Alors, je vois 2 questions dans cette question-là. Si je dois résumer mon approche de la santé mentale, je suis extrêmement influencée par la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc ce que j'aurais envie de dire, c'est: osez ressentir vos émotions, lâchez la lutte et engagez-vous vers ce qui est important pour vous. Et par contre, pour ce que j'aurais envie de dire pour les personnes qui se sentent à bout, c'est plutôt, bah, osez demander de l'aide, vous le méritez. Merci beaucoup, Sarah Scroen, d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Belle journée.